Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Il y a eu une série d'articles publiés dans la presse quelque part au mois de février. Ça remettait en question l'utilisation des primates, particulièrement les macaques à queue longue. C'est pas une blague là, pour des tests en laboratoire. Il y a des gens qui s'opposent à ce genre de tests-là. Avec nous, il est professeur adjoint au département de psychiatrie et de neurosciences de la faculté de médecine de l'Université Laval, aussi chercheur au Centre de recherche Cerveau, directeur d'un laboratoire de neurochirurgie translationnelle. Sébastien Tremblay est avec nous. Monsieur Tremblay, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac. Merci d'être avec nous. C'est quoi ça, la neurochirurgie translationnelle? Parce que là, vous m'épatez, vous m'intimidez un peu, là. Je vois pas ça avec moi, là. Non, je ne veux pas vous intimider. C'est très simple. En bout de compte, qu'est-ce qu'on veut dire par translationnel? C'est quand on a des nouvelles technologies, des nouveaux traitements potentiels qui fonctionnent bien chez les animaux. Par exemple, un traitement contre le cancer. Puis on se dit que ça pourrait fonctionner aussi chez l'humain. Puis tester ce traitement-là des animaux pour se rendre jusqu'au humain, c'est ça qu'on appelle la recherche translationnelle. OK. C'est pas d'aujourd'hui, M. Tremblay, là, qu'on remet en question l'utilisation des animaux, des primates, dans les tests en laboratoire. Puis vous, en tant que chercheur, vous vous opposez à ces arguments-là. Alors, allons-y par étapes. Là. D'abord, vous avez écrit un texte. Vous dites, si vous voulez combattre les maladies, vous devez finalement soutenir la recherche éthique et encadrée sur les primates. C'est ce que je comprends? Oui, exactement. Le choix est simple. Si on préfère ne pas trouver des traitements contre le cancer, ne pas trouver des traitements contre l'Alzheimer, bien dans ce cas-là, on n'a pas besoin de soutenir cette recherche-là, mais je pense que vous, comme moi, on aimerait bien trouver des traitements pour les maladies incurables qui affectent nos proches puis notre famille. OK. Il y a des propositions, là, on va y arriver plus tard, là, mais il y a des sorties là, d'anthropologues, d'experts en chimie qui disent vous pourriez faire autrement, vous pourriez faire de la recherche autrement que, dans ce cas-là, sur des primates, sur des macaques. Ben moi, ça me ferait plaisir. Hein? Si c'était possible, ma vie serait beaucoup, beaucoup plus simple. La recherche sur les primates, c'est extrêmement difficile. Ça coûte extrêmement cher. Si je pouvais m'installer devant mon ordinateur et faire une simulation informatique, puis donner un peu sur mon clavier puis trouver le remède contre le cancer, ma vie serait beaucoup plus facile. La raison pourquoi on ne le fait pas, ça, c'est parce que ça fonctionne pas encore aujourd'hui. Mais les primates sont pas tout à fait comme nous non plus. Alors, qu'est-ce qui justifie... Puis on est tous d'accord qu'on est contre la cruauté envers les animaux. Là. Je pense qu'il y a personne qui se fait plaisir en torturant des animaux. Fait qu'à la base, notre conversation, je pense, à part de ce niveau-là. Mais qu'est-ce qui fait que ça devient incontournable? Ça devient incontournable parce que ça reste que les macaques sont l'animal qui est le plus proche de l'humain. Ils partagent 95% de notre code génétique, par exemple. Il y a un système immunitaire qui est très, très similaire. Ce qui fait que quand on veut tester un nouveau médicament, on pourrait le tester chez une fourmi ou sur une araignée. Il n'y aurait pas personne qui chialerait. Mais les résultats qu'on obtiendrait ne seraient pas très fiables. Puis je pense que c'est important d'avoir des résultats fiables. Comme par exemple, dans le cas de COVID, quand on a développé un vaccin, on voulait s'assurer qu'il soit le plus fiable possible avant d'injecter des millions d'humains. Et le modèle qui est le plus fiable présentement pour faire ces tests-là, c'est le macaque parce que c'est lui qui est le plus similaire à nous. Alors, le choix finalement, là, puis je suis simpliste, là, le choix, c'est est-ce qu'on prend des risques avec des macaques ou on prend des risques avec des êtres humains? Exactement. À moins que toi, tu veux être le prochain cobaye, ben sinon, il faut utiliser des animaux. Ça dépend de la paye. Vous dites ces tests ne mènent pas à des innovations. Non, la critique dit ces tests-là ne mènent pas à des innovations médicales. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est malheureux vraiment que des chercheurs universitaires qui travaillent pas en médecine, parce que les signataires de cette lettre-là, souvent, la grande majorité, c'est des gens qui travaillent en droit ou en anthropologie ou en chimie, des gens qui n'ont pas de formation médicale. C'est dommage qu'il y ait des gens comme ça qui croient que les médicaments ne proviennent pas de ce type de recherche-là. En fait, c'est 67%, c'est 2 médicaments sur 3 qui ont été approuvés par la FDA aux États-Unis ou Santé Canada ici, qui a été développé grâce aux primates au courant des 5 dernières années. C'est 2 médicaments sur 3.
Fait que si on est opposé à cette recherche-là, la prochaine fois qu'on va à l'hôpital, on dit, moi, je veux rien recevoir qui a été développé chez les animaux, bien, on va te donner une couverture, puis un verre d'eau, puis une prière. Ouais, c'est comme on aime un steak sur le barbecue, mais on veut pas savoir ce qui se passe à l'abattoir. Exactement. Mais la grosse différence ici, c'est que ton steak, il y a une alternative. Tu pourrais manger végétarien. Ouais. Mais en recherche médicale, il n'y a pas d'alternative. Il y en a pas encore. On espère qu'il va en avoir, mais il n'y en a pas encore aujourd'hui. Oui. Il y a PETA, entre autres, hein, qui est un groupe militant là, pour les droits des animaux, qui est sur le cas des laboratoires. Il y a depuis 30 ans, là, il y en a moins ces temps-ci, M. Tremblay, mais il y a eu des missions là, pour saccager des laboratoires, non? Oui, effectivement. PETA a des fois infiltré des laboratoires. PETA ou d'autres activistes anti-recherche animale infiltré des laboratoires, ont perpétré eux-mêmes des actes cruels sur les animaux, les ont filmés, et puis après ça, ont mis ça sur le web en disant « voici ce que les chercheurs font ». Donc ça a déjà été documenté, là, entre autres en Europe, un cas comme ça. Donc, moi, je crois que ces organisations-là, ils partent d'une bonne intention. On veut protéger les animaux, puis j'adore les animaux moi-même. Là. On fait mille et une innovations pour rendre cette recherche-là la plus éthiquement acceptable. Mais eux, ils veulent arrêter toute recherche animale, mais ils veulent quand même aller avoir à l'hôpital les meilleurs traitements possibles. Donc, il y a une hypocrisie ici. Puis, c'est un peu dommage qu'on soit aussi mal informé. Je vous dis, s'il y a des professeurs d'université en chimie qui sont mal informés, je vois pas comment le public québécois peut être bien informé par rapport à ça. Et c'est pour ça que j'apprécie. J'apprécie votre présence à l'émission, M. Tremblay, justement pour ça, parce que PETA a une approche média. Vous n'avez pas, là. Cybèle Olivier a travaillé fort pour vous trouver, là, pour vous déterrer. Parce que, non, mais c'est pas simple, là, trouver quelqu'un qui a votre propos et qui est capable d'expliquer à quoi ça sert les expériences en laboratoire, entre autres sur les primates. Ça me fait plaisir de l'expliquer. C'est quand même assez simple à comprendre une fois que c'est expliqué correctement. Ça reste un choix simple. Est-ce qu'on veut guérir ces maladies-là? Le Parkinson, par exemple, moi, dans ma famille, mon grand-père est mort du Parkinson. Les principales avancées qu'on a, puis ça continue à avancer, là. Moi, je pense que d'ici quelques dizaines d'années, ça va être une maladie qu'on va être capable de guérir. Ben ça, je les vois, les avancées là, en recherche. Puis c'est toutes des avancées qui sont faites grâce à la recherche animale. OK, je vous suis sur votre exemple, M. Tremblay. Êtes-vous capable de nous dire quelle maladie a été éradiquée ou a eu des avancées scientifiques grâce à ces expériences? Ben oui. Là, si je fais juste me restreindre aux singes, ça serait une chose, mais si je inclus tous les animaux de laboratoire, c'est une augmentation de la vie, de l'espérance de vie moyenne de la population de 23 ans. D'augmentation grâce à cette recherche-là. Donc, toi et moi, on vit 23 ans plus vieux grâce à cette recherche-là. Donc, ça, c'est toute la recherche animale. Après ça, si on parle juste du macaque, on va parler du vaccin COVID qui a sauvé 20 millions de vies humaines. On va parler du vaccin contre la polio. On va parler contre les traitements contre le sida, le développement de la fertilisation in vitro, les nouveaux traitements sur le Parkinson. Puis, il y a des choses vraiment, vraiment cool qui s'en viennent, qui, je crois, vont vraiment être révolutionnaires, là. Entre autres en neurosciences, qui est mon domaine, parce que présentement, c'est des gros problèmes à régler. Là. Au Canada, au Québec, c'est un Québécois, un Canadien sur 4 qui, au courant de sa vie, va souffrir d'une maladie neurologique ou psychiatrique. On parle de 306 milliards de dollars en frais de santé au Canada au courant des 10 prochaines années si on ne trouve pas des remèdes pour ces maladies-là. Donc, les chercheurs comme moi, qu'on travaille en université, on travaille pour vous. Moi, mes découvertes sont rendues publiques. Je fais pas de l'argent là-dessus. On essaie de vous aider, vous, le public. Oui. Et il y a des conséquences là, aux maladies mentales. Je parlais à Mme Terrien. Sa petite fille a été tuée à la garderie il y a 2 ans. Vous vous souvenez, à Laval. Et le suspect, là, l'accusé, là, Pierre-Denis Saint-Amand, de toute évidence, il y a un problème de santé mentale. C'est tout un défi à travailler au niveau du cerveau. Le cerveau, c'est l'organe le plus mystérieux puis le plus magnifique qu'on connaît dans l'univers. Il n'y a rien qu'on connaît qui est plus complexe que le cerveau. Donc, si on essaie de comprendre comment le cerveau fonctionne, ça va être difficile de l'étudier sur une cellule ou sur une simulation informatique. On a besoin de regarder des cerveaux en entier pour pouvoir comprendre comment un cerveau fonctionne. Sinon, c'est comme si je vous dis, essaie de comprendre comment une voiture fonctionne, voici une paire de pneus.
Hmm. On n'ira Mais pas en très même loin temps, avec ça. la maladie mentale, M. Tremblay, chez le primate, comment ça s'exprime? Comment ça se révèle? Ben, ça, il faut prendre différents types de manipulations pour pouvoir recréer une maladie. Comme par exemple, moi, une des maladies que j'étudie, c'est l'épilepsie. Je suis en train de développer une technique neurochirurgicale, une technologie basée sur l'optogénétique qui pourrait prévenir les crises d'épilepsie. Mais on est capable d'induire de manière très contrôlée des crises d'épilepsie dans le cerveau du singe. Et puis là, je testerai ma technologie pour voir si je suis capable de peser sur le piton reset puis d'arrêter la crise d'épilepsie avant qu'elle se propage au reste du cerveau. Fait que ça, c'est un des exemples comment on est capable d'étudier ces différentes maladies. OK. Je reviens aux critiques que vous subissez, M. Tremblay. Là, je lisais aussi des exemples. L'Association canadienne d'anthropologie biologique dit qu'il y a plusieurs méthodes innovantes que vous pourriez utiliser au lieu de tester sur des primates. On parle d'organes sur puce, d'organoïdes, de tissus bio-imprimés. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Ben, ça me dit que pour certaines questions de recherche, c'est probablement les bons outils à utiliser. Si vous avez une question qui nécessite une simulation informatique ou un organoïde, ça va être une question, par exemple, sur l'interaction entre la protéine A et la protéine B, ben, peut-être que c'est ça la meilleure chose à faire. En fait, quand on soumet un programme de recherche, on a un comité d'éthique qui évalue ce programme de recherche-là et on doit justifier à ce comité d'éthique-là qui est composé pas juste de scientifiques, mais de vétérinaires, de membres du public, d'avocats. On doit justifier pourquoi est-ce que cette recherche-là a absolument besoin d'être testée chez ce modèle animal-là et ne peut pas être testée, par exemple, chez un poisson ou sur un organoïde. Donc, il y a différentes questions qui peuvent être répondues avec ça. Mais essayer de guérir l'Alzheimer sur un organoïde sur puce, bonne chance. OK, donc, c'est important ce que vous venez de dire, M. Tremblay, parce que les gens, on a l'impression, je vais m'inclure là-dedans, disons, là, pour l'exercice de notre conversation. Vous vous levez un matin, vous avez un flash, vous sortez une seringue, vous prenez un macaque, vous le plantez, puis là, vous voyez les effets. C'est pas de même, ça marche, là. C'est pas comme dans les films d'horreur. Non, c'est vraiment pas comme dans les films d'horreur. Réellement, là, la recherche animale a énormément progressé. Comme je vous dis, les comités d'éthique, c'est une chose, mais on a aussi le Comité canadien de la protection des animaux, le CCPA, qui émet des lignes directrices, qui fait des inspections, qui s'assure que ça soit les plus hauts niveaux éthiques et de soins. Je vous garantis que les macaques en recherche voient plus souvent le vétérinaire que votre chien ou de votre chat, qu'il y a des meilleurs soins. C'est certain. Après ça, il y a toutes des grosses équipes autour de ces animaux-là qui s'assurent de leur bien-être, de leur enrichissement. C'est pas très différent qu'est-ce qu'on voit dans les zoos. Là, on voit un zoo au Québec. Oui, mais j'en parle. Je me suis noté ça, les zoos. Je sais pas, vous pensez quoi des zoos? Ben, je suis pas un expert en zoo, c'est une bonne question, mais j'ai déjà été au zoo une couple de fois, puis je pense que c'est important de comprendre un peu comment les animaux vivent dans un habitat semi-naturel. Ils sont rarement heureux, là. Moi, j'ai allé au zoo une couple de fois, puis les dernières fois, j'ai fait, écoute, de toute évidence, ils sont drogués ou sont au ralenti, ils sont pas heureux, les animaux. Il y a des fois, on a comme 2 poids, 2 mesures, hein? Ben, je vous dirais que je suis vraiment pas un expert dans les zoos. Oh, moi non plus. Si vous avez l'impression que les animaux étaient pas heureux, peut-être que vous avez été dans un mauvais zoo. J'ai été dans d'autres zoos où est-ce que les animaux avaient vraiment des super soins, des environnements qu'on dit enrichis, qui répliquent très, très proche leur milieu naturel. Puis, tu sais, c'est pas toujours facile de déterminer si un animal sauvage est heureux ou est malheureux. Tu sais, notre chien, notre chat, déjà, ça, on a peut-être une meilleure idée. La communication entre l'humain et l'animal est meilleure. Mais pour des animaux sauvages, tu sais, dites-moi, est-ce que votre bison est heureux? Est-ce que votre vache est heureuse? C'est pas facile à déterminer. Je vais lui poser la question tantôt en arrivant. Comment vous gérez la souffrance de ces animaux-là? Ben, c'est une super bonne question. En fait, la souffrance des animaux est toujours réduite à un minimum grâce, entre autres, à des anesthésiques, des analgésiques. Ils sont suivis par des vétérinaires qui, eux, s'assurent que le niveau de souffrance soit minimal. Moi, les expériences que je fais chez le singe amènent aucun niveau de souffrance. En fait, la très grande majorité des procédures que je vais utiliser sont des procédures qui sont déjà approuvées chez l'humain.
J'utilise des technologies qui ont déjà une approbation, par exemple, de Santé Canada, mais je vais les utiliser à un différent escient, à un différent but, par exemple. Donc, comme chez un patient humain qui va à l'hôpital, qui doit subir une chirurgie, on contrôle la douleur au maximum avec des anesthésies, des analgésies. On fait la même chose chez les primates. Fait que donc, tout le préambule et toute l'analyse de ça, M. Tremblay, en conclusion, c'est que on vous donne une image de gens qui ne se préoccupent pas de la souffrance ou de l'état, la qualité de vie des animaux que vous utilisez pour procéder à des expériences. Puis là, ce que vous me dites, c'est qu'il y a des comités d'experts, il y a des vétérinaires qui surveillent, il y a une préoccupation de la souffrance chez les animaux, puis c'est pas le stéréotype qu'on peut avoir. 100%. Tout ça est régi par des règles, puis surtout au Canada, là, on peut se vanter d'avoir des règles extrêmement éthiques. Et puis aussi, il y a des contrôles importants qui sont faits sur la propagation potentielle des maladies. Là, ça, c'était un des objets là, qu'il essayait de dire dans la lettre. Là, ça, c'est une stratégie de PETA pour nous faire peur, disant que les singes apportent des maladies ici au Canada, aux États-Unis. C'est complètement faux. Tous les animaux là, qui viennent du Cambodge ou qui viennent d'ailleurs, ils doivent passer à travers une quarantaine qui est régie par l'Agence d'inspection des aliments du Canada, la CIA. Il n'y a aucune maladie qui a jamais été transmise, une nouvelle maladie qui a jamais été transmise par des singes au Québec ou au Canada. Ça, c'est une stratégie pour faire peur aux citoyens puis aux politiciens. Il faut pas tomber dans cette désinformation-là. Continuez à parler à des experts. Ça nous fait plaisir de parler de qu'est-ce qu'on fait. On pense vraiment qu'on a un impact positif sur la société avec notre recherche. Puis on a besoin de votre support. C'est excellent. C'est une entrevue importante. Merci de nous l'avoir accordé. Sébastien Tremblay de l'Université Laval. Essayez donc de travailler sur la calvitie un peu. Puis donnez-moi des nouvelles. Ça marche. Prochain projet, ça marche. Salut.